D'abord, bonjour à tous et à toutes, et puis merci d'être venus aussi nombreux, c'est super cool. Et je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez l'expression un peu de douceur dans ce monde de brut? Oui, assez connu. Voilà. Un truc que j'aime bien avec cette expression, c'est qu'elle donne un peu une image de la douceur comme quelque chose de rare, de précieux, quelque chose un peu qu'on recherche. Pourtant, dans le monde de l'entreprise, c'est pas toujours vu comme ça. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc déjà, avant de commencer, on profite pour remercier les sponsors, grâce à qui on est tous là. Voilà. Ah, merci. Et la super équipe de l'Orga que j'ai eu la chance d'intégrer cette année, qui sont super. Et donc, je vais me présenter en quelques mots rapides. Donc, je m'appelle Anaïs Huette et je suis coach agile. Et aussi, durant ma carrière, je suis très souvent perçue comme étant douce. Et après cette conf, ça va probablement bien continuer. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que je me lave avec Myrlène Machine? Non. Alors déjà, il y a le fait que je suis une femme. Et ça, quand les stéréotypes de genre entrent en jeu, généralement, la douceur, ça a tendance à être assez fermement rattaché aux stéréotypes féminins. Alors, ça ne veut pas dire que c'est réservé aux femmes, évidemment. Juste que, par défaut, sur ma fiche de personnage, j'ai quelques petits points de douceur. Alors, il y a le fait que je suis une maman. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer quand je suis devenue maman. Mais j'ai reçu des remarques pendant le travail sur le fait que, pour le coup, j'étais naturellement plus apte à soutenir les équipes, en prendre soin, à les chouchouter. Pas forcément. Et enfin, et entre guillemets, il y a ma petite voix douce. Et ça, je l'ai mis entre guillemets parce que j'en ai beaucoup entendu parler de ma petite voix douce. Et c'est justement là-dessus qui a un peu lancé la création de cette conférence. Donc, pour la petite histoire, il y a 1 an à peu près, j'ai pu faire un entretien pour une mission dans de l'accompagnement agile. Bon, ça tombe bien, je suis coach agile, ça colle plutôt bien. L'entretien s'est plutôt bien passé, mais à la fin, ça n'a pas abouti. Ça arrive, c'est la vie. Et là, un feedback que j'ai reçu à l'issue de cet entretien, ça a été: avec ta petite voix douce, on n'est pas sûr que tu puisses gérer les cas difficiles. Aïe. Ça picote un peu. Et donc, je voudrais vous poser la question à vous, par main levée. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de remarques? Alors, pas spécifiquement sur vos petites voix douces, mais ça peut être sur, on vous trouve trop abrupt, trop doux, trop douce, trop introverti, trop extraverti. On propose maintenant. Ok, majorité écrasante dans la salle. Et effectivement, quand on reçoit ce genre de remarques qui ressemblent un peu à des jugements de valeur, ça marque un peu, on encaisse. Et moi, de mon côté, cette perception de douceur, souvent liée à ma voix, mais aussi à ma posture, mon attitude en général, ça a eu aussi des impacts sur moi dans ma carrière. Au tout début, ça m'a un peu donné l'image de quelqu'un d'un peu fragile, un peu naïf, à protéger. Et heureusement, avec l'expérience, ça s'est estompé, mais jamais complètement. Ça a eu aussi parfois merci, un côté un peu pesant. Qu'est-ce qu'il y a? Problème de micro? Oh oui, voilà. Ok, désolée. Re. Changement de micro. Et je ne sais plus où j'en étais. Oui, je parlais du fait que cette perception avait aussi eu souvent un côté pesant pour moi. Ah, j'ai plus de soucis. Parfois le micro ne suit pas. Je vais essayer. Donc déjà par des remarques bienveillantes que je mets entre guillemets, parce que c'était plutôt des critiques déguisées sur cette douceur qui était en fait plutôt un défaut à corriger. Ça m'est aussi arrivé de voir mon évolution entravée. Par rapport à des entretiens annuels où les points d'amélioration, c'était cette douceur qu'il allait falloir travailler parce que ça posait problème. Et ça est même arrivé pour moi de m'entraver toute seule, comme une grande, parce qu'à force de m'entendre dire que je n'étais pas forcément en mesure de gérer les difficultés, ces fameux cas difficiles ou complexes, j'ai fini par y croire. Et donc, à avoir peur face à des challenges, des défis à relever, et même face à des opportunités à freiner des 4 fers. Ce qui est dommage quand même.
Il y a eu aussi, donc, parce que je racontais avec mon histoire, donc, parfois des refus de mission parce que trop douce, ça va pas coller. Et enfin, ça m'est aussi arrivé d'être la cible de harcèlement. Quand on se dit la personne qui a la petite voix douce, elle va peut-être pas aller se plaindre. Et pour revenir un peu à mon histoire de départ, là, ce feedback en particulier, ma voix qui était encore une fois trop douce, ça a eu un effet un petit peu goutte d'eau qui fait déborder le vase après tout ça. Et là, ce coup-ci, au lieu d'encaisser et d'attribuer ça à du sexisme ordinaire comme je faisais d'habitude, je me suis dit, il y a peut-être des questions à se poser. Et s'il y avait un sujet à gratter? Et si c'était autre chose? Alors j'ai commencé à me demander, déjà, pourquoi cette douceur est vue comme un défaut, comme une faiblesse? Et si ça pouvait être une force, un avantage même? Si on pouvait imaginer quelque chose comme une posture douce, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Et qu'est-ce que ça nous apporterait? Et aussi, je me suis dit, mais est-ce qu'on vit vraiment dans un monde de brutes aussi, quand même? Alors, j'ai commencé à chercher et à me poser une première question, celle sur le sujet qui a un peu lancé tout ça, à savoir, mais enfin, c'est quoi le problème avec la voix? Parce qu'il ne devrait y avoir aucun rapport entre le timbre de ma voix et mes capacités, on est d'accord. Et donc, je me suis demandé, est-ce que c'est arrivé à d'autres femmes dans l'histoire d'être délégitimisées par leur voix? Et j'ai trouvé plusieurs exemples, surprenamment ou pas. Et j'aimerais vous en partager un en particulier. C'est, mauvais bouton, celui de Margaret Thatcher, qui a été première ministre au Royaume-Uni entre 79 et 90, donc pendant 11 ans. Et lorsqu'elle a démarré sa carrière dans la politique, elle a reçu pas mal de critiques sur sa voix, qui était jugée trop stridente, désagréable. Si bien qu'elle a fait appel à l'aide à un coach vocal pour l'aider à baisser la fréquence de sa voix de 60 Hz. Alors, pour avoir une idée de ce que ça représente, prenons un piano. Sur ce piano, si on pose les fréquences vocales masculines, elles vont se placer ici, entre 175 et 140 Hz, en dépassant un peu sur la gauche pour les voix les plus graves. Les voix féminines vont aller plutôt là, entre 170 et 250 Hz. Et donc, si on prend l'exemple de Margaret Thatcher, en imaginant que sa voix se trouve à peu près au milieu de notre fourchette de fréquences vocales féminines, donc là, sur un là, après le travail avec le coach vocal, sa voix se serait retrouvée, boum, entre un mi et un fa, à 160 Hz. Bon, ça représente quand même une sacrée baisse. Et mine de rien, l'effet a été suffisamment noté et remarqué pour être inclus dans la biographie officielle de Margaret Thatcher qui a été publiée à sa mort en 2013. Où là, ils nous dit « Bientôt, les tons harceleurs de la ménagère, sympa, ont laissé place à des notes plus douces et lisses qui craquaient rarement, sauf sous provocation extrême de la Chambre des communes. » Donc, mine de rien, ça a eu son petit effet, quoi. Et Margaret Thatcher, c'est pas la seule femme à qui cette histoire est arrivée. Je vais donner l'exemple d'une autre femme un petit peu moins connue, ma mère, qui, à l'époque où Margaret Thatcher devenait première ministre du Royaume-Uni, elle travaillait au service de santé des armées. Et elle prenait du grade et les responsabilités qui vont avec. Et donc là, elle a reçu une remarque qui va vous être un peu familière. On lui a dit « Tu dis des choses pertinentes, mais avec ta petite voix douce, on ne te prend pas au sérieux. » Comme quoi, cette famille. Et là, dans le cadre de son travail, elle a pu bénéficier d'une formation pour lui apprendre à animer des réunions, des ateliers, et aussi à baisser la fréquence de sa voix d'un demi-ton, d'un ton, afin d'être prise au sérieux. Et c'est quelque chose qui lui a servi durant tout le reste de sa carrière. Quand elle a pris sa retraite, elle était officier. Et ça, cette drôle de relation qu'il y a entre cette voix et cette perception d'un leadership, une scientifique canadienne s'est penchée dessus, s'est posé la question. Et elle a fait une série d'expériences et elle a publié un papier en 2016. Alors, j'ai un QR code à la fin avec tous mes références, vous pourrez voir à ce moment-là, il y sera. Et donc, dans cette étude qu'elle a fait, il y en a une en particulier qui est très édifiante, où elle a pris des groupes de participants, en 4 à 7 personnes par petits groupes, et elle leur a fait faire ce que nous, on connaît assez bien en icebreaker,
à savoir une priorisation en groupe, classer tous les objets dont un astronaute aurait besoin pour survivre à un crash sur la Lune. Bon. Là, rien d'exceptionnel, mais petit truc supplémentaire, en amont, chacun des participants et participantes avait eu la consigne de faire sa propre liste. Et on leur a aussi dit, si jamais il ou elle parvenait à ce que le plus d'éléments correspondant à sa liste se retrouvent dans la liste finale du groupe, à ce moment-là, il y aurait une compensation financière supplémentaire. Donc tout le monde avait une motivation pour prendre le lead. Et donc elle a enregistré les interactions de groupe, et là elle a observé un truc fascinant, c'est que dès les premières minutes de l'interaction, chaque membre de chaque groupe modulait inconsciemment la fréquence de sa voix, en baissant la fréquence ou en augmentant la fréquence. Donc voix plus grave ou plus aiguë. Et autre chose assez surprenant, c'est que les personnes qui avaient le plus baissé la fréquence de leur voix étaient aussi les personnes qui avaient poussé le plus de leurs éléments. Et en interviewant tous les participants, c'était ceux qui étaient vus comme les leaders de chaque groupe. Alors, c'est fou quand même. Et pour essayer d'expliquer ceci, elle a fait un lien avec un comportement qui est observable chez des animaux dans la nature, et notamment nos cousins, les primates, qui, en interaction de groupe où il y a besoin d'asseoir la dominance, vont aussi moduler leur voix, baisser la fréquence. Et ce qui est marrant avec cette étude, c'est qu'on peut la mettre en lien avec une autre étude, un peu plus ancienne, qui date de 98. Donc là, on sort du Canada, on part en Australie, par Cecilia Pemberton, qui s'est intéressée à l'évolution des fréquences vocales féminines depuis les années 40. Et donc, elle a récupéré des enregistrements, on va y arriver, de voix féminines qui dataient des années 40, fait une moyenne de fréquence. Donc hop, si on reprend notre piano, en 1945, en moyenne, on était à 229 Hz entre un la dièse et un si. Et elle les a comparés à des enregistrements de voix de femmes des années 90, qui n'avaient jamais fumé, jamais pris la pilule. Et là, hop, une baisse de 23 Hz dans la moyenne de fréquence. Donc une touche de piano. On était passé sur un sol dièse. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces résultats avaient parfois été interprétés comme étant un effet du sexisme qui aurait forcé les femmes à baisser leur voix. Mais si on met en lien avec la première étude de Joy Cheng, on peut aussi les interpréter et se dire c'est peut-être aussi que depuis les années 40, les femmes ont pu prendre un peu plus de place dans des rôles de leadership ou à responsabilité, et ça a pu se traduire par une baisse de leur fréquence vocale. Alors là, quand on voit ça, on se dit c'est cool, on est sur la bonne voie. Voilà. Mais quand même, on n'est pas non plus sorti de l'auberge. Nous partager une étude qui a été publiée par l'UNESCO en 2019 et qui s'intitule « Je rougirais si je pouvais ». Et cette étude lance un signal d'alarme concernant les assistants vocaux numériques, donc Siri, Alexa, Cortana, l'assistant Google, qui sont en grande majorité par défaut des prénoms féminins, des voix sur des fréquences féminines, et qui posent le risque de créer une association entre les voix féminines et l'attitude servile soumise de l'assistant vocal numérique. Et mine de rien, le titre de l'étude n'était pas choisi au hasard. Je rougirais si je pouvais, c'est ce que répondait Siri jusqu'en 2019, sachant que ça date de 2011, lorsqu'on lui lançait une insulte qui rime avec antilope, d'une voix masculine. Une voix identifiée comme étant féminine, sur la même insulte, déclenchait la réponse « ce n'est pas sympa ». Ah ouais, quand même. Et ça, mine de rien, il y a ce danger en termes d'association sur des voix féminines, des personnages féminins, et des réponses aux insultes, voire même au harcèlement sexuel, qui vont être au mieux de l'évitement, au pire du flirt. Donc bon, à garder à l'esprit, quoi. Ok, donc là j'ai pas mal fait le tour des voix, mais la douceur, c'est pas que ça. On peut dire des choses très violentes avec une voix douce, alors autre chose quand même. Et donc je voudrais m'intéresser à qu'est-ce qui se passe, notamment de la douceur par rapport à du leadership ou des rôles dans le management. Hop. Alors là, je vais vous faire une petite parenthèse
Parce que quand j'ai cherché sur Internet les définitions, les différences entre management et leadership, j'ai trouvé tout et son contraire. Donc, si vous avez vu la conférence de ce matin sur le leadership, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Mais je vais vous poser ma définition à moi, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, pour moi, le management, c'est un rôle lié à des responsabilités, à un poste. Et le leadership, c'est une posture qui va représenter la capacité d'emmener les autres vers un objectif commun. Donc, on peut avoir un rôle de management sans faire preuve de leadership, être manager et leader, faire preuve de leadership sans être forcément manager, et enfin, aucun des deux, parce que c'est pas obligé. Voilà, je referme la parenthèse. Et j'en ouvre une deuxième, après promis, j'arrête, parce que ça commence à faire un peu équation de maths. Parce que là, on va rentrer dans les stéréotypes de genre. Donc, on va partir sur quelque chose de assez lourd et très binaire. Et je voulais juste faire un petit rappel, voilà, que le genre, c'est pas que ça. C'est tout un spectre. Et même si, bon, là, c'est pas vraiment représenté dans tous ces stéréotypes et les études qui vont avec, ça me paraissait important de souligner qu'il y a plus que ça, surtout en ce moment. Je ferme ma deuxième parenthèse. C'est bon, j'arrête. Allez, c'est parti pour les stéréotypes de genre. Yay! Donc, un extrait d'un article qui définit ces stéréotypes comme... Alors, les femmes seraient par nature du côté écho, douceur, intuition. C'est ce que je disais tout à l'heure, femme, douceur, voilà. Les hommes, plutôt technique, pouvoir, autorité naturelle. Et c'est pas subtil, c'est du stéréotype. Et j'ai trouvé plusieurs études assez intéressantes qui se penchaient justement sur qu'est-ce qui se passe quand des hommes et des femmes dans des rôles de management utilisaient des postures qui allaient en accord avec le stéréotype de leur genre ou à l'opposé. Comment ils étaient perçus. Donc là, je vais partager là, vous retrouverez dans le QR code. Alors, les premières ont été publiées par Catalyst en 2005 et 2007 et s'interrogent sur ce qui se passe au niveau du prisme féminin. Donc, ils s'intéressent à comment sont perçues les femmes dans des rôles de management, selon si elles vont en accord avec ce stéréotype, donc douceur, écoute, intuition, ou à l'opposé. Et ce qu'elles ont pu voir, c'est que tout est dans le titre, c'est très bien, c'est les femmes prennent soin, les hommes prennent les choses en main, maudite si tu le fais, condamnée si tu le fais pas. Et donc, ce qu'ils ont pu voir, c'est que les femmes qui allaient en accord avec leur stéréotype de genre étaient en grande majorité vues comme étant super sympas, gentilles, cool, par contre pas super compétentes. Et à l'opposé, donc les femmes qui partaient plus sur des postures en accord avec le stéréotype, donc on disait autorité, technique, pouvoir, mais là elles étaient vues comme plutôt compétentes, mais alors désagréables, agressives, un peu des antilopes, quoi. Alors, une autre étude qui a été publiée en 2010 par Madeleine Hellman, elle s'intéresse sur ce qui se passe concernant des hommes dans des rôles de management qui vont à l'opposé du stéréotype de genre. Donc on est donc au côté écoute, soutien, voilà. Et ils ont pu voir un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment eu deux cas de figure. Soit c'était juste pas vu. C'est-à-dire c'était quand même perçu et noté comme étant technique, autorité, c'était pas reconnu. C'est pas possible, c'est un homme, ça peut pas faire du soutien. Ou alors, dans les cas où c'était reconnu, ben là c'est pareil dans le titre, ils étaient vus comme étant faibles et ne méritant pas le respect. Ah oui, pourquoi on peut se dire, ah ouais, ça a l'air cool ton truc, la douceur, d'être incompétent, faible, ouais, ça donne envie. Quand on voit ça, ça fait un peu se dire, bah zut, peut-être qu'on vit vraiment dans un monde de brute, vous savez, la loi de la jungle, et donc il va falloir se faire respecter, parce que sinon on ne va pas y arriver. Mais à ça, j'ai envie de dire, pas d'accord. Pour moi, être doux, être douce, ça ne veut pas dire être un paillasson. En plus, un paillasson, c'est rêche, donc ça ne marche pas. Voilà. Mais ok, à ce moment-là, ce serait quoi une posture douce? Qu'est-ce qu'on mettrait dans notre panier pour la créer? Alors, pour moi, ça commencerait par un intérêt sincère pour l'autre. Quelque chose qu'on pourrait qualifier de gentillesse. Et le mot est parfois vu de manière un peu péjorative. Quand on qualifie de quelqu'un de gentil, on va souvent le préfixer d'un trop. On peut aussi parler de bienveillance. Il est chouette ce mot, vouloir du bien. Le problème, c'est qu'il s'est un peu fait détourner. Il a eu beaucoup de succès, il en a été victime. Et on a eu parfois une bienveillance
Donc, décrite par Christophe Genoux dans son livre Leadership, agilité, bonheur au travail, bullshit, comme une réciprocité feinte, fictive, un bienveillant qui surplombe un bienveillé, une forme perverse de manipulation morale. Il n'y va pas de main morte. Et ça, quand j'ai lu cet extrait, je l'ai fait lire à mon conjoint. Il a eu une réaction géniale, le cri du cœur. Il a fait « Wow, lui, quelqu'un lui a fait du mal ». Et ça m'a fait réfléchir et me dire, mais c'est peut-être pour ça que ça a autant résonné avec moi. C'est que pour avoir connu ce genre de bienveillance détournée, ça fait du mal. Et donc ça, j'en veux pas dans la posture douce, hein, on est d'accord. Et donc plutôt que de changer le mot, je vais plutôt m'appuyer sur un outil qui s'appelle l'analyse transactionnelle pour faire la différence entre le type de bienveillance qui me paraît convenir. Donc, l'analyse transactionnelle, c'était une théorie des rapports socio-communication posée par Eric Berne en 1958. Et une facette en particulier de l'analyse transactionnelle s'appelle les positions de vie. Donc on va avoir 4 options. Donc le plus, je m'accorde de la valeur, j'accorde la même aux autres. Plus-moins, je m'accorde plus de valeur qu'aux autres et je les surplombe. Moins-plus, je m'accorde plus de valeur aux autres qu'à moi et je m'écrase. Et enfin, moi, je suis nul, les autres sont nuls, la vie est nulle. Voilà. Et donc la bienveillance décrite par Christophe Genoux, je l'imagine ici. Soit en plus-moins, c'est-à-dire je l'inflige aux autres en toute indulgence, parce que je veux leur bien et je sais mieux qu'eux ce que c'est. Voilà. Soit moins-plus, je la subis de la part de quelqu'un. Et donc je pense que je vais surprendre personne en disant que celle que je vois bien pour la posture douce, elle est là. À savoir, je fais preuve de bienveillance avec moi-même. J'ai de la valeur et je le reconnais, et j'accorde la même aux autres, en gardant à l'esprit que quel que soit mon niveau d'expertise, quelle que soit mon expérience, la personne en face pourra toujours m'apprendre quelque chose, penser à quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Et ça, mine de rien, ça peut faire un monde de différence. Autre chose à rajouter dans le panier, l'empathie. À savoir cette capacité à voir un peu le monde par les yeux de l'autre, se mettre dans ses chaussures, s'identifier à ses sentiments. Donc il y en a 2 facettes. On va avoir l'empathie émotionnelle. Je détecte l'émotion de l'autre et je la ressens avec. Alors, en grossissant énormément le trait, il va y avoir ce côté, je perçois que tu es triste, je comprends ce que c'est que d'être triste, ça m'est déjà arrivé, et je peux être triste avec toi. Et c'est déjà plutôt cool. On prend en compte l'émotion de l'autre, on la reconnaît. Et après, il y a une autre facette qui va être l'empathie cognitive. Donc là, on va se mettre dans les chaussures de l'autre avec un effort de réflexion, essayer de comprendre qu'est-ce qui cause cette émotion pour pouvoir, si besoin ou demande, peut-être apporter une aide là-dessus, ou au moins comprendre. Enfin, un autre petit truc, les soft skills, qu'on met souvent en complément des hard skills, qui vont être les choses qu'on apprend lors de formation, comme des requêtes SQL, coder dans un certain langage, ou dans le cas des agilistes, savoir décoller un post-it sans qu'il rebique. Très important. Et les soft skills, alors quand j'ai vu qu'en français, on les traduisait souvent par compétences douces, je me suis dit, avec ça, je vais convaincre tout le monde, ça va être trop bien. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, quand on cherche soft skills sur Google, il y en a plein. Et il y en a certaines dans le lot, autant qui peuvent assez bien correspondre à cette idée d'une posture douce, autant il y en a d'autres. Alors, curiosité, mémoire, prise de décision, très bonnes compétences à cultiver, aucun rapport avec la douceur. Et donc, les soft skills, pour moi, ça va plutôt être un savoir-être sur lequel on va pouvoir venir s'appuyer dans notre posture douce, sur les parties en rapport, évidemment, mais ça ne va pas être la douceur. Ok. Bon, là, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, en fait ? Donc, nous, dans la vraie vie, on est Agile Tour Bordeaux, donc pas mal d'agilistes. Donc, je pense que je vais surprendre personne quand je dis que l'agilité, c'est un peu la réputation d'être le monde des arcs-en-ciel et des bisounours. Et pour le coup, là-dedans, ma posture douce, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Et pourtant, la mission pour laquelle ma voix était trop douce, c'était de l'accompagnement agile. Et effectivement, je me dis, quand on gratte un petit peu, on voit assez vite que c'est pas si bisounours que ça. Déjà, les fameuses transformations agiles, elles se font rarement en douceur. Souvent, on va voir des chocs de culture entre la culture gestion de projet classique et la culture agile. On en a vu ça tout à l'heure aussi, choc de culture.
Et ça va aussi déclencher tout son lot de résistance au changement. Et tout ça, ça va engendrer pas mal de défis que, quels que soient nos rôles dans les équipes agiles, on va devoir faire face un petit peu au quotidien. Donc là, j'ai séparé les différents rôles en 3 grandes familles pour faire un petit rappel des différents défis qu'on a et surtout voir un petit peu qu'est-ce que notre posture douce pourrait peut-être y apporter. Donc on a la famille un petit peu des rôles de facilitation. Donc, je vais mettre les coachs agiles, les Scrum Masters, Kanban Masters, Agile Masters et plein d'autres. Donc on les reconnaît à leur post-it bien droit. Qui vont être les personnes qui vont être là pour poser le cadre. Et ça aussi, c'est pas toujours facile. On est souvent en train de faire le grand écart entre adapter aux besoins de l'équipe, mais pas le dénaturer trop non plus. On va être en figure de proue de toutes ces transformations. Et pour le coup, on va se prendre les embrouilles qui viennent avec en pleine figure. On va être là aussi pour essayer de gérer les conflits qui vont émerger. Et ça aussi, mine de rien, un petit peu de douceur, ça peut aider avec ça. Et souvent, on va être là pour dire des choses qui fâchent. Des choses comme ça, c'est pas une user story, c'est un cahier des charges. Ou non, en fait, mon rôle, c'est pas d'agiter ma baguette magique agile et de résoudre tous les problèmes. Et pouvoir amener un petit peu de douceur, je prends l'exemple de la gestion de conflits, faire preuve d'empathie et encourager les autres, les amener aussi à faire preuve d'empathie, ça peut aider énormément. On va voir les rôles plutôt métiers, donc là, beaucoup de P, PO, PPO, PM, tout ça. Donc pareil, je parlais de grand écart, mais là on va être un petit peu entre les besoins clients, les besoins de l'équipe, les besoins de l'entreprise, essayer de faire tenir tout ça. Avoir le cas où on a pas mal d'avis contradictoires, plusieurs parties prenantes qui veulent pousser leurs besoins avant les autres. Et alors là, on saupoudre d'une petite dose de hiérarchie et la pression. Et donc là, il va falloir se retrouver souvent à dire non. On ne va pas faire tout le backlog en 2 mois, pas possible. Et elle va devoir défendre ses décisions. Et mine de rien, apporter un petit peu de douceur, on reprend l'exemple des parties prenantes, pour pouvoir les emmener dans une salle, faciliter une conversation, co-construire ensemble, ça peut aider un petit peu avec cette pression à laisser un peu échapper. Ça peut aussi aider à faire passer des messages difficiles, parce que c'est facile à écrire et à dire. Dire non, face à tout le monde, le métier et la hiérarchie, c'est plus dur. Ça peut aider. Enfin, un rôle plutôt côté technique, dev, lead, tech, QA, archi, et j'en oublie plein. On va avoir les personnes qui souvent vont subir le plus les irritants du cadre, qui a été posé, parfois, souvent imposé, qui vont faire face à des délais des charges pas toujours compatibles. Je parlais du backlog en 2 mois. Parce que même si on répète qu'il faut travailler à un rythme constant et soutenable, la mise en application dans la vraie vie, parfois ça coince là. Et donc, ça va aussi faire partie de ce rôle de challenger les demandes. Ça peut être la formulation du besoin, ces demandes il faut tout livrer, un MVP qui ressemble plutôt à un produit complet dans 6 mois. Oui, bien sûr. Non, pas possible. Et gérer les blocages qui vont arriver. Et alors, je me répète, désolée. Là aussi, je vais prendre un exemple tout bête. Je suis dans une équipe de dev, j'ai reçu une PR d'une personne qui n'a pas respecté les choses qu'on demandait, encore une fois. Et j'en ai marre. Donc pour le coup, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux la lui refuser avec un petit commentaire bien salé, ça lui apprendra. Ou alors, je peux peut-être programmer un moment de pair programming, partager ma manière de faire, observer la manière dont la personne fait, parce que ça se trouve, peut-être que la personne n'a pas su ou osé exprimer devant l'équipe qu'elle n'avait pas tout à fait compris. Ça se trouve, elle a peut-être pensé à quelque chose auquel on n'avait pas pensé, mais pareil, pas forcément oser le dire, le partager, et là, ça va nous permettre, peut-être que c'est moi qui vais apprendre quelque chose, on ne sait pas, mais au moins, on a une occasion de le savoir, parce qu'on a posé un dialogue et on a ouvert quelque chose. Et alors, c'est vrai qu'avec tout ça, je vous ai un peu fait la pub de la posture douce. L'idée, c'est pas non plus de faire que ça, évidemment, c'est en complément des autres. C'est pas une posture unique pour les gouverner toutes. Mais je me dis, ce serait quand même dommage de faire une croix dessus en le confondant avec de la faiblesse, parce que ça peut nous apporter des choses. Et donc, j'aimerais vous partager quelques petits outils. Donc, il y en a
je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà pas mal et utilisent, mais qui, mine de rien, leur utilisation, pour moi, je trouve qu'elle va être facilitée par une posture douce. Et parfois, façon serpent qui se mord la queue, ils peuvent aussi aider à amener un petit peu de douceur. Transition. Alors, le premier pour moi, c'est l'écoute active. Ça a l'air de coller plutôt bien. On prend le temps, on prend un moment pour écouter une autre personne, pour comprendre plutôt que pour répondre. Et si, comme moi, vous avez un peu tendance à être orienté un peu solution, c'est super dur. Parce que moi, dans ces moments-là, parfois il y a un moment où la personne en face va prononcer quelques mots qui vont faire s'allumer une zone de mon cerveau, qui vont faire « Ah, ben oui, ça, c'est ça !» Et fiouf, je vais être en train de lui construire une solution, une réponse, alors que la personne n'aura même pas fini. Et là, le problème, c'est que j'ai la moitié de mon attention qui est partie ailleurs. Et en plus, ça se trouve, je vais louper un élément essentiel. Et pour coup, ma solution, elle va faire « Viouf !» Non, c'était pas ça. Et même, la personne, peut-être qu'elle ne veut pas une solution. Peut-être qu'elle veut juste être écoutée. Et donc, pour le coup, quand ça m'arrive, il faut que je m'attrape un peu par le col. Ah, putain, tu te calmes. Et donc, il y a aussi autre chose, ça va être un arrêt momentané du jugement. Parce que savoir que, bon, évidemment, j'ai toujours raison, mais il faut se rappeler que la personne en face aussi. Et qu'on n'est pas là pour ça, mais plutôt pour s'écouter. Et enfin, petit bonus, pouvoir reformuler. Déjà pour s'assurer qu'on a bien compris, assurer l'autre qu'on a bien écouté. Une autre que j'aime bien, la communication non violente, qui pour moi nous aide un petit peu à structurer les feedbacks, notamment parfois les feedbacks un peu négatifs, mais ça marche aussi avec le positif, à savoir faire une formulation basée sur une observation. Donc, j'ai remarqué, j'ai observé, plutôt que toi t'as fait ça et c'est pas bien. Pas le même effet. Avoir ce côté un petit peu, on a identifié un peu notre ressenti et le besoin qui en découle, donc pouvoir l'exprimer. Et très important, surtout, ouvrir un dialogue pour écouter le besoin de l'autre. Avec, par exemple, qu'en penses-tu ? Peux-tu m'aider ? Comme ça, je ne suis pas en train de poser ma critique et puis de me barrer, mais au contraire, poser un moment pour discuter et prendre en compte aussi ce que dira la personne. Alors, un autre qui est nettement moins connu, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle les 5 chaises. C'est un outil qui a été créé par une coach qui s'appelle Louise Evans et qui a découpé les différents types de comportements que nous adaptons dans les communications en 5 types. Donc, elles représentent par des chaises sur lesquelles nous venons métaphoriquement nous asseoir lorsque nous adoptons ces comportements. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que plutôt que de découper les gens en cases, eh bien, c'est les mêmes comportements pour tout le monde. Et encore, pour le faire rapidement, la chaise rouge représente l'attaque, l'agression. En gros, quand on est agressif, passif-agressif, si je cherche à gagner une interaction, je suis là. La chaise jaune, pardon ? Alors, c'est pas le disque. Ça y ressemble parce qu'il y a les couleurs. Oui, il y a des couleurs et des animaux, donc oui, ça ressemble un petit peu, mais c'est... c'est pas du fil. Oui. Chaise jaune, c'est le doute de soi. Le moment où je réagis un peu en mode « Ah ouais, mince, c'est nul, mais pourquoi j'ai dit ça ?» Et ça aussi, on connaît bien. Chaise verte, chaise de l'attente, je fais un pas en arrière et j'observe les faits. J'entre dans la réflexion. Chaise bleue, détection. La communication non violente vient s'asseoir là, savoir, je jette un œil à mon ressenti, mon besoin, et ça va aussi pouvoir m'aider à poser et exprimer mes limites. Et enfin, chaise violette, connexion, empathie cognitive, c'est-à-dire je tourne mon attention et je me mets dans les chaussures de l'autre sur essayer de comprendre ses besoins. Et ça, pour moi, une posture douce, ça peut nous aider un petit peu plus parfois à s'asseoir sur ces dernières chaises. Et aussi, je parlais de gestion des conflits. C'est un outil que je trouve très intéressant sur le côté pour nous aider en invitant une personne à s'asseoir sur chacune des chaises et à verbaliser un petit peu son ressenti par rapport à ça. On peut aider tout en douceur à amener une personne d'un état d'agression jusqu'à un état d'empathie. C'est plutôt intéressant. Et enfin, un petit dernier pour la route, c'est les chauds doudous. Je ne pouvais pas parler de douceur sans parler des chauds doudous. Alors, les chauds doudous, ça vient d'un roman pour enfants qui a été écrit par Claude Steiner en 1984.
Et alors, petite anecdote rigolote, Klaus Steiner a été un élève d'Eric Berne, le monsieur qui a fait l'analyse transactionnelle. Et dans ce conte, alors je ne vais pas vous raconter en entier, on ne va pas avoir le temps, mais grosso modo, le principe de l'histoire, c'est qu'on a ce monde des chauds-doudous où tous les enfants, toutes les personnes naissent avec un sac rempli d'une quantité infinie de petites créatures chaudes et douces qui s'appellent les chauds-doudous. Et donc, quand on reçoit un chaud-doudou, on se sent chaud et doux et heureux. Et ça, dans la vraie vie, c'est un peu tous les feedbacks positifs, les moments où on s'exprime de la reconnaissance. Parce qu'on parle pas mal de feedback négatif et comment le structurer de manière non violente et tout, et c'est très bien. Il ne faut pas oublier l'importance des feedbacks positifs. Ça joue beaucoup, notamment pour la cohésion d'équipe, par exemple. Et ça, il y a plein de petits outils qui nous permettent de le faire. On a les kudos cards, on a les jeux de totem, on a même juste tout simplement des petits post-it où on peut écrire des choses qu'on apprécie pour qu'on est reconnaissant chez les gens et faire un petit moment où on se les échange, on se les pose sur le dos. Voilà. Et ça, pour le coup, je me dis, avec tout ça là, qu'on a vu, en fait, ça en fait des avantages à la douceur. Ok. Mais avant de finir, j'aimerais revenir sur la dernière question que je m'étais posée. Est-ce que nous vivons vraiment dans un monde de brutes ? Et pour ça, je vais m'éloigner de mes supports habituels. Donc, généralement, c'est plutôt des livres, des papiers, des études, pardon. Et là, je vais me pencher sur un film. Everything, Everywhere, All at Once, sorti en 2023. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est vraiment trop bien. Et il y a un personnage en particulier dans ce film, donc là, c'est le monsieur qui est là, c'est Waymon Wang, joué par Ke-Huy Quan. Et ce personnage m'a beaucoup touchée, parce que déjà, c'est un homme qui a une voix très douce, avec un timbre assez haut. Et durant une bonne partie du film, il est présenté comme étant quelqu'un d'assez faible. Et pourtant, au fur et à mesure de l'histoire, de l'avancement, il va nous démontrer magistralement la force de la douceur, par sa capacité à créer des connexions avec les autres. Et j'aimerais vous partager 2 citations de ce personnage. Donc la première, c'est « Tu penses que parce que je suis gentil, ça veut dire que je suis naïf. Et peut-être que je le suis. C'est stratégique et nécessaire. C'est comme ça que je me bats. » Et aussi, si le bouton marchait. « La seule chose que je sais est que nous devons être gentils. S'il vous plaît, soyez gentils. En particulier lorsque nous ne savons pas ce qui se passe. » Et ça, quand j'y réfléchis, ça me fait me dire que, en fait, peut-être que nous ne vivons pas dans un monde de brutes, mais plutôt dans un monde incertain, auprès d'autres humains qui font face à tout autant d'incertitudes. Et tout comme l'agilité nous aide à faire face à la complexité, je pense que la douceur peut nous aider à faire face à cette incertitude, en faisant preuve de gentillesse avec nous-mêmes, tout comme avec les autres. Pour le coup, j'avais parlé d'un QR code à la fin, avec les différentes ressources. Donc il est là, si vous voulez le scanner. Et je vais aussi en profiter pour citer la seule ressource dont je n'avais pas encore parlé. Il s'agit d'un podcast par Isabelle Châtaignier, qui s'appelle « Pas convaincu, l'éloquence au féminin », et qui s'intéresse justement à la voix des femmes et aux arts oratoires dans l'histoire. Donc là, je laisse 1 minute. J'ai encore des téléphones, j'attends. Okay. Et puis, si c'est bon, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci. Merci pour votre écoute. Bon. Si vous avez des questions, des chauds doudous, du feedback. Merci, j'avais besoin de douceur et c'était vraiment dans le thème, c'est cool. J'ai appris plein de choses et en fait l'histoire des chaises, ça me fait beaucoup écho à Chapeau de Bono, ce côté naviguer. Et est-ce que c'est inspiré de ça? Est-ce que c'est aussi autre chose? C'est peut-être plus le côté relation à ce moment-là. Merci. Alors, je sais pas, j'ai lu le livre de la personne qui a créé cette méthode. Et c'est marrant parce que je ne me rappelle pas avoir vu parler des chapeaux de Bono, mais maintenant que tu le dis, je me fais mais oui.
Mais pour le coup, j'y avais pas pensé. Donc déjà, merci, ça me l'a fait voir d'une autre manière. Donc pour le coup, je suis pas sûre que ça a été tout à fait inspiré, mais j'ai envie de le relire pour voir maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? On continue vers la douceur ou on reste... Non. Alors comment ça? Comment je pourrais formuler ça comme c'est un peu compliqué d'avoir je sais pas comment formuler ça, mais qu'est-ce qui serait plus efficace? Alors, on continue de travailler cette posture vers la douceur ou on essaie de trouver un compromis? Alors, attends, peut-être avec un exemple. Moi, j'ai eu différents postes, donc chef de projet, PO, Scrum Master, et on m'a souvent fait la remarque que j'étais trop gentille et trop douce, un peu la même chose que toi. Donc du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je change ma posture? Est-ce que je reste dans cette posture-là? Est-ce que je trouve des arguments? Est-ce que je me justifie? Tu vois, je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Ouais, oui. En plus, c'est marrant, ça fait vraiment écho, parce que moi aussi, je continue à l'entendre beaucoup. Même récemment, ça m'est arrivé qu'on me reproche un peu à demi-mot d'être un peu trop douce, pas prendre parti dans les conflits, des choses comme ça. Et alors, un truc que j'aime bien faire de mon côté, alors c'est juste moi, c'est pour poser la question du pourquoi? Pourquoi c'est gênant? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que ça apporterait de plus que, voilà. Après, comme je disais, c'est chacun aussi qui voit, chacune selon ce qu'on veut y apporter, à savoir si on a envie de modifier sa posture, de changer par rapport à là où on en est. J'ai tendance à dire pas forcément se sentir obligé parce qu'on dit « Ah, mais t'es trop douce, trop ceci, trop cela ». Mais plus essayer de comprendre « Ah, mais quel est le besoin? Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin que je sois plus abrupte? Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ?» Et aussi, parfois aussi en discutant, c'est un truc que j'aime bien faire aussi, c'est à certains moments où on ne s'est pas forcément rendu compte que quelque chose que j'avais pu emmener en douceur, pouvoir dire, regarde, on a les résultats, où il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était bien? Demander du feedback, et parfois aussi le donner aussi aux autres sur ce côté. Voilà. Moi, je me sens plutôt pas mal, mais parlons-en. Désolée, j'espère que c'était pas trop décousu. Non. Merci tout le monde. Merci beaucoup.